comment mieux vendre tes chantiers? Ça, c'est la question que tu te poses forcément. Tu te dis, mais peut-être que je peux monter mes prix, peut-être que je ne gagne pas assez bien ma vie, j'ai envie de monter mes prix. Mais en même temps, si je monte mes prix, ben, mes clients, peut-être qu'ils vont me lâcher. Est-ce que c'est dangereux? Et comment est-ce que je fais si mes clients me lâchent? Bah, en fait, pour qu'ils ne me lâchent pas et pour leur donner envie de continuer à travailler avec moi. Et en même temps, comment est-ce que je vais trouver des nouveaux clients? Et peut-être que tu penses que tu ne peux pas augmenter tes prix parce que tu n'auras pas de clients, parce que tout le monde te trouve trop cher. Alors déjà, je vais te donner une première info avant d'attaquer cet épisode. Si tout le monde te trouve trop cher, c'est tout simplement que tes prix ne sont pas assez élevés. Donc il faut monter tes prix et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu me dis, mais comment ça se fait que si j'augmente mes prix, alors que là tout le monde me trouve trop cher, si j'augmente mes prix, pourquoi est-ce qu'on ne me trouvera pas trop cher? Tout simplement parce que tu changes de clientèle et plutôt d'avoir une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de se payer un jardinier ou un paysagiste alors qu'elle aimerait bien et on le comprend, mais tout le monde ne peut pas s'offrir les services d'un jardinier ou d'un paysagiste professionnel. Et si tu baisses tes prix, en fait tu vas aller attaquer cette clientèle-là de personnes qui n'ont pas vraiment les moyens et qui aimeraient bien. Et toi, si tu est très très bas en prix, tu vas rendre ces personnes-là, tu vas les intéresser, mais pour elles, c'est du gros budget et donc elles n'auront pas spécialement envie de mettre l'argent chez toi ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs, et elles vont te trouver forcément trop cher, elles vont te descendre les prix. Alors que si tu montes les prix, tu vas aller chercher une clientèle qui, elle, a l'habitude de s'offrir les services d'un jardinier ou d'un paysagiste, et donc, elle sera habituée à des tarifs normaux. Donc, si déjà tous tes clients te trouvent trop cher et que tu trouves que toi, tu ne peux pas augmenter tes prix, c'est qu'il est temps de les augmenter. Ceci étant dit, aujourd'hui, on ne va pas faire que de s'attaquer au prix, on va aussi s'attaquer à la vente. Et s'il y a besoin, on découpera cet épisode en deux, mais en tout cas, je veux que ce soit clair pour toi entre le prix et la vente. Comment est-ce que tu vas mieux vendre tes chantiers? Si tu ne me connais pas, tu découvres le podcast, tu découvres les vidéos YouTube. Je m'appelle Joël Arquier, je suis un ancien entrepreneur du paysage. J'ai fait plus de 20 ans en tant qu'entrepreneur du paysage et j'ai petit à petit développé une méthodologie qui permet à n'importe qui de pouvoir structurer et développer une entreprise du paysage. Cette méthodologie, je l'ai appelée la méthode Paysapreneur. La méthode Paysapreneur, elle est basée sur les 4 piliers de toute entreprise rentable, à savoir le marketing, la vente, la production et la direction. Et si tu travailles en synergie sur ces 4 piliers, je peux t'assurer que ton entreprise va être stable, rentable, pérenne et que tu pourras la développer ou pas. C'est toi qui le souhaites et c'est toi qui mets le curseur où tu veux. Je ne suis pas là pour faire des entrepreneurs multimillionnaires. On s'en fiche. Si toi tu es heureux, moi je suis heureux et c'est comme ça que je travaille. Aujourd'hui, on va quand même s'attaquer au prix et à la vente des chantiers. Alors, si tu découvres cet épisode de podcast, tu vas avoir un effet spécial comme tu en as rarement vu. On va transférer sur le tableau blanc. Et si ce n'est pas la première fois, tu connais l'effet. Et nous voici sur le tableau blanc. On attaque mieux vendre mes chantiers. C'est parti. Ce que je te propose tout de suite, c'est d'attaquer la méthodologie du prix. Le prix de vente, c'est crucial parce que si je te montre comment vendre plein de chantiers mais que tu es à perte, tu vas juste accélérer la chute de ton entreprise et ce serait bien dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer vraiment au prix. Qu'est-ce que tu vends en premier? Tu vends de la main-d'œuvre et c'est ton produit principal, même si tu ne vends pas à l'heure. Et c'est ce que je recommande évidemment de ne pas vendre ces chantiers à l'heure parce que c'est source de plein de complications. On vend une prestation terminée, que ce soit en entretien ou en création, que ce soit bien clair. Et donc, ça ne change rien au fait que ce que tu vends en priorité, c'est la main-d'œuvre, d'accord? Donc, on a besoin d'identifier le coût de la main-d'œuvre pour pouvoir la tarifer après au client. Alors, peut-être que tu vas dire dans le prix, oui, mais il y a des outils qui existent. C'est des catalogues de prix qui sont à la disposition, qu'on peut acheter sur Internet ou acheter tout court d'ailleurs de manière physique et qui sont révisés régulièrement. Et ces prix, en fait, vont nous donner la base du marché. Et moi, je tape là-dedans et puis je suis tranquille. Oui, c'est vrai, ça existe, mais on est sur des prix qui sont moyens, qui sont souvent d'ailleurs faits pour des gros marchés privés ou des gros marchés publics et qui ne correspondent pas à ton entreprise ni à ta clientèle cible. Donc, si tu utilises ces catalogues-là, ok, ça te donne une base, mais par contre, il n'y a rien qui t'assure que tu vas être rentable et que les prix que tu vas pratiquer avec ces catalogues de prix vont être les bons. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un prix, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, un prix qui soit adapté à ton entreprise, qui te corresponde à toi, qui ne soit pas un prix générique. Même si je comprends que ce soit sécurisant, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin ensemble. Les prix, on a dit la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la main-d'œuvre? D'abord, il y a tes revenus, tes salaires à toi, c'est obligé. Donc, ton revenu, et forcément les charges qui vont avec.
Donc ça, c'est normal. Si tu lances ton entreprise, tu me dis, ouais, mais c'est bon, j'ai les aides France Rail. De toute façon, au début, je n'ai pas besoin de revenus, donc je vais pouvoir baisser mes prix parce que je n'ai pas besoin de revenus, je n'ai pas besoin de charges. Sache qu'après, si tu fais ça, tu vas être obligé parce qu'à un moment, il faudra bien que tu te payes et que tu payes des charges. Donc, commence tout de suite, salaire plus charge et base ton prix dessus. Comme ça, au moins, tu n'auras pas besoin dans quelques mois de dire à tes clients, ben voilà, mes prix maintenant, il faut bien que je me paye. Aujourd'hui, je ne me payais pas, je travaillais gratuit. Non, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, c'est très très pénible à faire. Donc, je me propose, c'est direct de travailler sur les bons prix. Comme ça, tes clients, ils te payent au bon tarif. Et puis toi, tout l'argent que tu vas récolter, même si aujourd'hui, tu ne te verses pas de revenus et donc tu n'as pas de charge dessus, tout cet argent-là, tu vas pouvoir le mettre sur un compte épargne. Et ça va faire la stabilité de ton entreprise. Et si tu y arrives, bravo, félicitations à toi. Donc, dans ton prix, la manœuvre, il y a les revenus plus les charges. Ok, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi tous les frais fixes de ton entreprise. Donc, on va rentrer les frais fixes. C'est quoi les frais fixes? On appelle ça aussi les frais généraux. C'est quoi les frais fixes? En fait, c'est tout ce que ton entreprise dépense quand tu ne travailles pas. Donc, en gros, là, on est le 1er du mois. Imaginons qu'on soit le 1er du mois et tu pars un mois en vacances. Eh bien, tu vas quand même avoir des factures à payer. D'accord? Eh bien, les frais fixes, c'est toutes ces factures-là que tu as à payer. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a tout ce qui est en location. Donc, ça peut être les locs d'entrepôt. Je donne un exemple, ce n'est pas exhaustif. Les crédits, les locations de matériel, et on va avoir les salaires plus les charges de tes gars, des employés. Ok? Ça, c'est tous tes frais fixes, et c'est ce qui est... encore une fois, tu pars en vacances la semaine prochaine pour un mois, eh bien, qu'est-ce que tu vas payer? Donc c'est facile, comme ça va te permettre d'identifier facilement à quoi correspondent tes frais fixes et de faire la liste pour être sûr que ça correspond à ton entreprise. Une fois qu'on a ça, on n'a pas encore le prix de la main-d'œuvre. Pourquoi on n'a pas encore le prix de la main-d'œuvre? Parce qu'il faut le mettre à l'heure de main-d'œuvre, puisque ce que tu vends, c'est une heure de main-d'œuvre ou une journée de main-d'œuvre, mais on va aller sur l'unité la plus petite possible, donc on va aller sur l'heure de main-d'œuvre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir son heure de main-d'œuvre? Bien, tu vas me dire, c'est facile, on prend tout ça et on le multiplie par 12. Donc, imaginons que tout ça, chez toi, ça fasse 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, ok? Mais là, on n'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce que, bon, ok, 10 000 euros par mois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le ramener à l'heure. Si on prend 10 000 euros par mois et qu'on le met sur une base 35 heures 150, et on le divise par 151,67 pour avoir son tarif horaire, on se trompe. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas 151h67 tous les mois. Tout simplement parce qu'il y a des mois où il pleut, parce qu'il y a des mois où il fait du vent, parce qu'il y a des mois où il fait très chaud, parce qu'il y a des mois où tes machines sont en panne, parce qu'il y a des mois où tes salariés, eux aussi, ils sont en arrêt maladie, où ils prennent des vacances, et toi, tu prends des vacances. Donc, si on prenait la base brute et on le multipliait par 12 pour dire, ça fait 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an, et c'est comme ça 12 mois par an, on se tromperait tout simplement parce qu'on ne prendrait pas en compte tout ce qui est perdu. Donc, on va prendre en compte tout ce qui est perdu, et sans rentrer dans le détail de ton entreprise, ou si tu ne connais pas le détail, tu n'as pas envie de te prendre la tête, eh bien, donc ça veut dire qu'on va prendre 120 000 par an, et on va les ramener au mois, tout simplement. Donc, ça va nous faire, je vais le faire en cas, parce que ce sera plus simple, ça va nous faire 12K par mois. Ok, ça, c'est ce que tu dois produire, d'accord? Tu as besoin de 12 000 par mois pour ça. Alors, oui, tu vas voir, après, on va rentrer dans les frais variables. Pour l'instant, on est sur les fixes, donc produire, pas encore, tout à fait. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. On part sur la base de 12 000 euros par mois, tout simplement. 12 000 euros par mois, maintenant, on va travailler, d'accord? On va travailler combien de temps dans le mois? Alors, si tu es tout seul, moi, ce que je t'encourage, c'est de ne pas travailler 5 jours par semaine, parce que 5 jours par semaine, c'est trop. Parce qu'après, tu as du temps d'administratif, tu as du temps où tu dois travailler ta communication, tu as du temps où tu dois prendre soin de tes clients. Ça, c'est de l'improductif. Donc, forcément, tu ne vas pas le mettre sur 35 heures par semaine ou 151h67 encore, même si on a travaillé sur les mois. Donc, ce que tu vas faire, c'est le pondérer. Donc, si toi, tu travailles, si tu as 0 salarié, moi, je te recommande de faire 4 jours par semaine de chantier. Donc, ça fait 20 jours... 4 x 4, 16 jours, sur les chantiers et de ne pas travailler 7 heures par jour, mais plutôt aux alentours de 5h30, 6h, ça dépend des déplacements que tu as. Ça, c'est pour toi. Pour tes salariés,
5h30, 6h de production par jour. Par contre, eux, en fonction des postes, mais si on va dire que tu as une équipe terrain, et cette équipe terrain, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire 5 jours par semaine, donc 35 heures par semaine, 151 heures, 67 par mois. Donc, on prend cette base-là et on le divise par le nombre d'heures de production. D'accord? Divise par le nombre d'heures de production. Et imaginons que tu es, mettons, on va mettre 300 heures. Je suis pas sûr d'être bon dans le truc, c'est que ce soit vraiment réaliste. Mais bon, on va dire 300 heures, moi c'est plus facile à calculer. Donc, 300 heures de production, eh bien, on va être sur une base de 40 € par heure. D'accord? D'accord, voilà. Ce chiffre-là, on ne le prend pas pour toi. Je te donne pas, je te dis pas d'être à 40 € de l'heure. On a fait une hypothèse, si je te montre comment on calcule, mais surtout, par pitié, ne te dis pas, Joël, il a dit 40 € de l'heure dans son podcast, je vais mettre 40 € de l'heure. Pas du tout, hein, surtout pas, d'accord? Donc, et je vais te donner une astuce, tiens, juste entre toi et moi. À ce prix-là, on ne développe pas une boîte. En dessous de 50, on ne développe pas une boîte. Et on est bien sûr en hors taxe. Bref, nous, on est sur notre base de 40 € par heure. Et bien, du coup, on va pouvoir vendre nos chantiers. Combien d'heures de travail? Eh bien, on a dit qu'on travaillait 6 heures. On sait qu'on doit vendre 240 € hors taxe par personne. Oui, mais non. Parce que pour chaque heure que tu travailles, eh bien, il y a des frais variables. Donc, on va mettre les variables. C'est quoi les variables? Les variables, c'est l'essence, par exemple. C'est les frais de déchetterie. C'est tout ce qui fait, tout ce que tu as besoin. C'est l'usure du matériel, par exemple. C'est vraiment tout ce que tu as besoin pour travailler. Dès que tu travailles, tu tournes la clé de ta camionnette, tu consommes de l'essence. Donc, à partir du moment-là, vient rentrer une donnée de variable. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire ta liste, de regarder sur l'année dernière combien tu as produit d'heures et combien tu as eu de variables. D'accord? Donc, si tu as produit pour 40 heures par semaine, 30 heures plutôt par semaine, combien tu as eu de variables, tu ramènes aux 10 mois, etc. Et donc, tu vas tomber sur une donnée. Donc, imaginons qu'ici, on est 2000 € par mois. Ça, c'est ta variable. Donc, tu vas réintroduire les 2000 € ici et tu vas le diviser donc, par 300 heures. Donc, ça va faire 70 € de l'heure à peu près. Attends. 7 €, pardon. D'accord? Ça veut dire que tu vas être à 47 € avec les variables. Sur ça, qu'est-ce qui nous manque? La marge. Je ne sais pas si tu vois, là, je descends doucement. Hop, voilà, on en est là. Donc, on a dit 47. Et tu vas dégager une marge. La marge, moi, ce que je t'encourage à faire sur ta marge, minimum 10 points. Vraiment minimum, 10%. Parce que ça te laisse le temps de voir venir. Il faut trésoriser. Donc, c'est vraiment le minimum. Si tu peux monter plus, monte plus. Mais moi, je te recommande de passer à 10%. Donc, ça va te faire un tarif à 52 € hors taxe par heure. OK. J'ai très mal écrit le 52 parce que je suis tout en bas du tableau. Voilà. C'est qu'à 2 € hors taxe par heure. Donc là, pour notre entreprise, pour notre schéma d'entreprise, voilà, c'est le montant auquel on doit se fier. Donc quand on vend un chantier, eh bien, on le vend 52 € hors taxe de l'heure minimum. Et alors, si tu as un chantier de 1 heure, évidemment, tu ne vas pas le vendre à 52 €. Mets-toi bien un forfait minimum. Pourquoi? Parce que là, si tu fais 6 x 5, on a dit que tu étais à 312. Tu es à 312 € de l'heure, tu es à 312 € pardon, sur un forfait journée. Fais bien attention que les clients ne te disent pas j'ai 1 heure de travail, où tu y vas, il n'y a qu'1 heure de travail. Donc tu ne le fais pas à 52 €, on est d'accord. Tu vas plutôt prendre un forfait qui se rapproche. Tu vas plutôt prendre un forfait minimum. Donc tu vas dire, moi, je n'interviens pas en dessous de 200 €. Donc s'il y a 1 heure du travail, c'est facile, c'est 200 € par exemple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour ta partie tarification. Et c'est très important que tu connaisses ta tarification. Maintenant que tu as ta tarification,
que je te propose de faire, c'est de passer à la vente. J'espère que tu as bien regardé le tableau. Et puis, sinon, regarde ce que je vais faire. Comme ça, on va pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux et tu pourras tout à fait savoir à quoi ça correspond. Tac, je te le mets. Comme ça, je le mettrai sur les réseaux. Tu vas le retrouver sur Insta, Facebook. N'hésite pas à me suivre. C'est bon pour les prix? On passe à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est la vente pure et dure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la vente? Déjà, ce que je te propose de faire, c'est de comprendre le système de vente. À quoi ça sert un système de vente? Qu'est-ce qu'il y a dans un système de vente? Par quelles étapes ton client passe avant de t'acheter? Super important de comprendre par quelles étapes le client passe. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas où il en est, tu ne sais pas quoi lui dire, tout simplement. La vente, c'est quoi? La vente, c'est quoi? C'est convaincre. C'est pas fourguer sa prestation. La vente, c'est convaincre. Et nous, ce qu'on veut, c'est convaincre qu'on est la meilleure entreprise pour réaliser des travaux. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours de vente. On va le flécher. Alors, il y en a, ils mettent ça sous forme de tunnel. Bon, ça marche aussi. Hein. Moi, j'aime pas trop l'expression de tunnel de vente, machin. C'est un peu bizarre. Ou entonnoir de vente. Si tu as déjà entendu tout ça, c'est pas génial. Mais déjà, ce qu'on veut, nous, c'est comprendre ce qui se passe dans le parcours de la vente. Alors, les étapes du parcours de la vente. La première étape, tu la connais. C'est le client qui t'appelle. Bonjour, j'ai besoin de vos prestats. Ou tu reçois un mail avec bonjour, j'ai besoin de vos prestations, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et puis, tu prends le téléphone et tu appelles le client. Donc, soit tu appelles le client, soit le client t'appelle. Donc, ça, c'est l'appel. Ça, c'est la phase 1. D'accord? L'appel. Qu'est-ce qui se passe dans l'appel? Ce qu'on veut dans l'appel, c'est comprendre le besoin du client. Si on ne comprend pas le besoin du client, on ne sait pas quoi lui vendre. D'accord? C'est pas, tu vas voir qu'on ne va pas faire jetons, je vends, jetons, je taille et je vous vends ça. Ou je crée des jardins et je vous vends ça. Non, ce qu'on va faire, c'est vraiment travailler sur le besoin du client. Si tu ne comprends pas le besoin du client, tu ne lui parles pas, il va juste prendre un prix bas, en fait. Si tu ne donnes pas une manière de faire la différence avec les autres en dehors du prix ou d'un délai ultra court, il va juste se baser là-dessus pour choisir le paysagiste ou le jardinier. Toi, tu ne fais pas la course au prix le plus bas. Parce qu'à la course du prix le plus bas, tu sais très bien qu'il n'y a que des perdants. Donc, toi, ce que tu veux, c'est qualifier ton client pour pouvoir lui vendre au bon tarif. Dans l'appel, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'appel, l'objectif, c'est le qualifier. Pourquoi est-ce qu'on veut le qualifier? Parce que on en a marre de faire des devis qui ne servent à rien, d'aller chez des gens qui sont des touristes, des gens à qui on envoie le devis et qui ne nous rappellent pas. On n'a pas envie de faire ces devis-là. Pourquoi on n'a pas envie de le faire? Parce qu'on perd du temps et parce qu'on perd de l'argent. Donc, tu n'as pas envie de faire ça. Toi, ce que tu veux, c'est aller chez quelqu'un qui est déjà la main sur le chéquier pour te faire le chèque d'acompte. D'accord? Donc, on veut qualifier le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend déjà si le délai dans lequel il souhaite faire les travaux est un délai raisonnable et que toi, tu peux répondre à ce délai-là, que ce qu'il te demande, c'est ce que tu sais faire et que tu sais faire facilement. Attention, j'ai bien dit que tu sais faire facilement. Il ne faut pas réinventer la roue à chaque chantier. Si tu réinventes la roue à chaque chantier, tu ne seras jamais gagnant sur tes chantiers. Tu as besoin que tu maîtrises la prestation. Donc, imaginons que tu es une entreprise d'entretien de jardin. Tu as qualifié ton client. Le client, il te dit « Bonjour, je veux faire de la création ». Tu te dis « Ouais, c'est cool la création, ça m'intéresse bien. J'aimerais bien y aller ». Ah ben non, parce que si tu n'y vas pas, tu vas galérer à faire le devis. Tu ne sauras pas t'exprimer auprès du client. Et même s'il va valider ton devis, tu ne sauras pas faire la prestation. Tu vas galérer, tu vas perdre du temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est une entreprise rentable. On ne veut pas perdre du temps. Alors oui, tester de temps en temps, c'est sympa. Et il n'y a pas de souci. Mais va faire ça chez des copains et après, va vendre ta prestation. Mais commence pas à vendre à un client une prestation que tu ne maîtrises pas. Parce qu'en plus, quand il va te voir sur le chantier, il va bien voir que tu ne maîtrises pas. Ça ne fait pas une belle image pour ton entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est qualifier le client. Tu me dis comment est-ce qu'on qualifie le client. D'abord, est-ce que les délais sont corrects? S'il te demande ça pour la semaine prochaine et que tu es full sur 6 mois, bon, clairement, tu ne vas pas pouvoir le faire. Ensuite, on va s'assurer qu'il est très motivé pour le faire. Donc, est-ce qu'il a déjà sollicité des paysagistes pour faire la prestation? Est-ce que tu es le premier, du coup? S'il a déjà sollicité des paysagistes, ça veut dire qu'il est très, très engagé dans le processus vers l'achat. Donc, c'est une bonne chose. Ce qu'on veut aussi, c'est le qualifier financièrement. Est-ce qu'il a les moyens de s'offrir entre guillemets, les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'il a les moyens de s'offrir les services? Et on va utiliser pour ça, tout simplement, on va lui demander s'il a déjà fait appel à d'autres prestataires, s'il a déjà, par exemple, si c'est de l'entretien de jardin, est-ce que vous avez déjà
un jardinier ou est-ce que vous avez déjà fait faire ces prestations par un jardinier va déjà te donner des indications parce qu'il peut te dire oui très bien mais j'ai pris un CESU. Donc toi déjà tu sais que les prix là ils sont vers le bas, donc il va falloir que tu saches que ça va être un peu plus compliqué en tout cas de vendre, il va falloir bien argumenter, voire même carrément impossible et donc tu vas couper court. Tu vas avoir quelqu'un qui te dit mais oui j'avais une entreprise mais la personne s'est fait mal ou la personne a arrêté son activité et donc tu sais que déjà il y a quand même un peu matière à discuter et potentiellement si tu connais les entreprises de ton secteur, tu sais à peu près comment elles sont positionnées sur le marché, est-ce qu'elles sont plutôt en haut de gamme, moyenne gamme, voire en bas de gamme et donc par rapport à ça, si on te dit qui est intervenu, tu vas pouvoir identifier où c'est que ça se situe. Donc déjà, qualifier le client avant d'aller faire le devis. Première des choses, on ne va pas perdre de temps. La deuxième chose, le deuxième parcours client, et juste un petit truc sur le qualifier le client, hein. Si tu vires un client, tu as gagné, hein, parce que tu n'as pas perdu de temps. Et si tu passes à l'étape 2, tu as gagné aussi. Donc dans tous les cas, il faut le faire parce que tu es gagnant. Si tu ne le fais pas, par contre, tu es perdant. Parce que si tu appelles, on t'appelle, on dit bonjour, j'ai besoin de tailler une haie, je suis sur la commune d'à côté, c'est génial. Oui, parce qu'évidemment, tu vas qualifier les communes, ça je te le dis pas, tu le sais. Mais donc, quelqu'un qui t'appelle, il dit ouais, j'ai besoin d'un devis pour tailler ma haie, très bien, tu y vas. Mais si tu n'as pas qualifié le temps, il te dit c'est pour la semaine prochaine et que tu ne peux pas le faire, tu as perdu 1 heure. Donc la deuxième étape, on a dit que le client, il était validé, il était OK. Hein. Tout est OK. Dans le prix, tu sens que ça peut le faire. Il n'habite pas loin, la presta, tu la maîtrises, le délai n'est pas trop long, donc tout va bien. Étape 2, qu'est-ce qu'on fait dans l'étape 2? Eh bien, tout simplement, l'étape 2, ça va être le premier rendez-vous. Dans le jargon, on appelle ça le R1. Qu'est-ce que tu dois faire dans le R1? Devine quoi? Qualifier le client. Bah oui, tu vas comprendre son besoin déjà. Là, tu vas bien comprendre le besoin. D'accord? On va garder le besoin. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin? Et est-ce que toi, tu peux le faire? Est-ce que les conditions au niveau de l'environnement du chantier te permettent de le faire? Et surtout, le ressenti. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu saches qu'est-ce que ressent le client par rapport à ce besoin. Pourquoi? Imaginons, on garde l'idée de la taille de haie. Ton client, il veut tailler sa haie. Tu arrives, tu vois la haie mitoyenne, un peu comme tu peux voir derrière chez moi, et une haie mitoyenne. Bon. Et le client, il te dit, j'ai besoin de tailler ma haie. Toi, tu arrives, tu fais ton devis de taille de haie. Et tu lui proposes ta taille de haie. Ok, c'est bien, tu as fait ton job basique. Maintenant, si tu cherches à comprendre pourquoi il veut tailler sa haie, tu vas savoir comment lui parler. Donc, ce sera plus facile de vendre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il te dit, je veux tailler ma haie parce que je me sens diminué physiquement et que j'ai peur de monter sur l'échelle. Là, qu'est-ce que tu vas lui vendre? Surtout, ne vous embêtez pas, ne prenez pas de risques, on le fait pour vous, on est habitué, les gars ont l'habitude, on est équipé pour ça, on a du bon matériel, on a des échafaudages. C'est ça que tu vas vendre. Et la personne, elle est rassurée, elle se dit, ouais, moi, j'ai pas envie de tomber de ma haie, ils savent très bien le faire et ça ira très bien. Maintenant, si tu dis juste tailler la haie, il va appeler 2-3 autres et puis voilà, ce sera le prix. Autre problématique, peut-être qu'il veut tailler sa haie, mais peut-être que ce n'est pas la santé qui rentre en ligne de compte, c'est le voisin qui le gonfle et lui n'a pas le temps. Pourquoi le voisin l'embête? Parce que la haie est trop haute et lui il n'a pas le temps de le faire et ça fait déjà 3, 4, 5, 6 mois qu'il reporte sa taille de haie et du coup le voisin devient de plus en plus agressif, peut-être même qu'il a envoyé des recommandés pour le mettre en demeure de tailler sa haie. Si tu identifies ce problème-là, tu vas lui dire, écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend rendez-vous avec votre voisin, comme ça on taillera la haie, on pourra passer chez lui sereinement, et vous êtes un peu tendu, vous n'aurez pas ça à faire, et on va vous enlever cette charge mentale. Tu fais ta vente. Pourquoi? Parce que tu as compris son besoin. Tu as compris ce que ressentait ton client, et tu lui as montré que tu comprenais, et tu lui as parlé dans ce sens-là. Donc, la première des choses à faire, c'est, oui, le besoin, qu'est-ce qu'il veut? 2, pourquoi est-ce qu'il le veut? Et donc, on va aller chercher le ressenti. Donc ça, c'est essentiel si tu veux vendre plus facilement. Qu'est-ce qui se passe au R1? Les besoins, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ton devis à ce moment-là. Donc tu vas prendre, soit tu vas faire ton estimatif de temps, soit les mesures, etc. etc. Okay. Si on est sur un entretien de jardin, au R1, ou une création simple, que tu as l'habitude de faire, au R1, tu dois la vendre là. Tu fais le devis. Oui, tu fais le devis chez le client. Pourquoi tu fais le devis chez le client? Parce qu'il n'attend pas. Parce que toi, tu n'as pas besoin de repartir au bureau. Donc, c'est gagnant. Lui, il ne se dit pas, tiens, quand est-ce qu'il va m'envoyer le devis? Et toi, tu n'as pas besoin de te remettre le nez dedans. Attends, il m'avait montré quoi? Je ne me souviens plus. Comment je vais le faire, en fait? Je ne sais plus. Je vais regarder mes photos, tout ça. Non, tu fais le devis tout de suite. Donc, le client, il est rassuré parce qu'il voit que tu es professionnel. Et en plus, à ce moment-là, il a la possibilité de signer.
ce qu'on veut, c'est ça, non? La signature. OK? Ça, c'est pour l'entretien ou les créations simples. Honnêtement, moi, je vendais beaucoup comme ça quand je faisais de l'entretien et de la moquette de pierre parce que c'était des prix au mètre carré. Donc, c'était très facile à chiffrer chez le client. Bon, maintenant, imaginons que tu fasses une création et que tu sois obligé d'y retourner chez le client. Et donc, dans ce cas-là, ben, on va avoir le R2. Donc là, on est au 3. Le R2, c'est quoi le R2? C'est la présentation. La présentation de quoi? Est-ce que c'est un devis ou est-ce que tu vas lui présenter quelque chose de plus sexy? Eh ben, tu vas lui présenter une offre. Alors souvent on dit une offre irrésistible. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire une offre irrésistible. On va surtout donner une offre qui donne envie. Pourquoi? Les gens, ils achètent parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont le désir d'acheter. Mais ils n'achètent pas un prix. Non, ils achètent juste parce qu'ils en ont envie. Si toi, tu ne donnes pas envie d'acheter, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te dire c'est trop cher. Donc ton but ici, c'est de donner envie et pas seulement de donner un devis. Pourquoi? Parce que si tu donnes un devis, il y a écrit bla 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 euros. D'accord? Le client, ça, il lit pas, pour peu que tu aies mis des noms latins et compagnie. Lui, ce qu'il regarde, c'est ça. Et là, pendant que tu lui parles et que tu expliques et machin, il se dit comment je vais payer ça? C'est horrible. Je ne m'attendais pas à ce prix-là. Vraiment, non, c'est trop. C'est normal, tu n'as pas donné l'envie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de l'envie. Et là, tu vas créer ton offre avec, dans une offre, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre des photos. Tu vas expliquer pourquoi, même si tu l'expliques verbalement, tu vas le réexpliquer. Pourquoi? Parce que si on se revoit après, que le client il te dit laissez-moi un peu de temps, etc., même si tu vas répondre à des objections et tout ça, mais le client peut-être qu'il va avoir besoin de temps, peut-être qu'il va avoir besoin d'en parler à son conjoint ou à sa compagne. Et donc du coup, bah, il faut qu'il étudie, il faut qu'il ait un document sur lequel on retrouve tout ce que tu as dit. Donc tu vas mettre des textes et tu vas mettre des photos. Il faut que ce soit sympa. Si c'est de l'entretien, tu fais un catalogue de ce que tu as l'habitude de faire. Si c'est de la créa, tu vas faire une offre personnalisée en lui mettant des photos des produits que tu comptes utiliser sur place, donc des matériaux, les photos également des végétaux et les photos des réalisations de jardin que tu as fait dans le même style. Pourquoi? Parce que ça donne envie. Il va se projeter, donc il va avoir envie d'acheter. Donc au moment de la présentation, l'idée, c'est de faire une offre qui donne envie. Et ce qu'on veut, c'est, devine quoi? Une signature. Ok? Alors évidemment, signature, quand je dis signature, c'est à compte. Signature plus à compte. Tu sais très bien que sans la compte, le client n'est pas engagé. Si tu demandes qu'une signature, ça va être court. C'est une petite astuce entre toi et moi. Hein, mais si tu ne demandes pas d'acompte, les clients ne se sentent pas engagés, donc ils ne font pas. Donc on va demander une signature au R2, au deuxième rendez-vous. Bon, là c'est cool. Le client, il te dit, il valide. Bravo, super, tu as fait une vente. Le client, il ne valide pas. Et tu te dis, bon, vous avez bien fait la présentation, mais je préfère encore réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire en 4? Le truc que tout le monde déteste. Déjà qu'on n'aime pas vendre de base parce qu'on n'est pas des vendeurs. Mais alors en plus, là, qu'est-ce qu'il faut faire? La relance. La petite relance. Ça, on n'a pas envie. Franchement, est-ce que vraiment tu relances tous tes clients? Ou tous tes prospects, tous les devis que tu as fait, est-ce que tu les relances? Souvent, c'est un oubli. Mais on a besoin de relancer. Ok, donc là, je vais te partager mon plan de relance. Peut-être que si tu as lu mon livre 36 outils pour développer votre entreprise du paysage, tu le connais, mais je vais te le repartager. Le plan de relance, c'est pas après avoir présenté le devis, encore pire, envoyer le devis par mail. Tu as compris que c'est un truc qu'on ne faisait pas, envoyer le devis par mail, sauf dans le cadre institutionnel, où là c'est plus délicat, mais là on prend l'hypothèse d'un particulier. Ton plan de relance, il se fait d'une manière simple et fluide. Il ne faut pas que ton client se sente relancé. Il ne faut pas que ton client se sente agressé. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne relance pas. Pourquoi on dit non, j'ai pas envie d'embêter? Non, mais ok, tu n'as pas envie d'embêter, mais tu n'as pas envie que ton client ait un beau jardin? Tu n'as pas envie que ton client il profite du temps avec sa famille? Ou tu as envie que ton client il tombe de l'échelle? Non. Ce que tu veux, c'est que ton client il achète tes prestations parce que tu sais que tu es le mieux placé pour ça. Et puis, lui, il a besoin de tes services. Et puis, de toute façon, si tu ne relances pas et que tu as un concurrent qui relance, c'est lui qui va prendre le chantier, d'accord? Donc, c'est important pour toi de relancer. Les relances doivent être fluides. La première relance, elle intervient juste à la fin du rendez-vous.
juste à la fin du R2. Tu vas me dire, non, attends, c'est quoi le plan? Bah oui, tout simplement, l'idée, c'est pas de relancer, c'est de remonter dans la mémoire pour qu'on se rappelle de toi. Donc, être mémorable. Comment est-ce qu'on est mémorable? En partant du ton futur chantier, en partant du premier rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un texto, tu es poli, tu es gentil. Merci beaucoup pour ce moment où on a bien discuté. Merci beaucoup pour le café. Merci beaucoup pour l'apéro. Ça arrive aussi des fois, il ne faut pas les refuser. Quand il y a des bonnes choses qui arrivent, on les prend. Mais remercier ton client et lui dire surtout, si vous avez la moindre question ou quand vous en discutez avec votre compagne ou votre compagnon, vous avez la moindre question, écrivez-moi, appelez-moi, je suis dispo pour vous. Ça, c'est la première relance. Pourquoi est-ce qu'on fait cette relance-là? Parce que tout de suite, on va remonter dans la tête du client très très vite. Ensuite, tu vas faire une relance. Alors, si le client t'a pas donné de délai, mais nous, ce qu'on veut ici, c'est que si on n'a pas une signature, on a au moins un délai. Un délai de réponse. Donc, si le client te dit, revenez vers moi la semaine prochaine, tu prends rendez-vous directement. Et ça, c'est plus simple pour relancer. Parce que si là, tu prends rendez-vous, là, la relance, elle est plus simple. Alors, le SMS de remerciement, tu le fais, d'accord? Parce que tu remontes dans sa mémoire, c'est super important. Et quand tu vas le rappeler dans une semaine, il a plus de chances de se rappeler de toi en disant, le paysagiste, il était super sympa, il m'a fait un petit texto, c'est tout gentil, tout mignon. Super, c'est cool, c'est ce qu'on veut. Donc, quand tu fais ta relance, c'est facile. Maintenant, au bout d'une semaine, il t'a dit, revenez vers moi, et tu reviens vers lui, il attend ton appel. Peut-être même que si tu as fait bien ton job, il t'attend en rendez-vous parce que tu as repris un rendez-vous physique sur le site pour lui expliquer les dernières modalités avec son compagne ou son compagnon. Donc, au bout d'une semaine, c'est très bien de relancer. Et si tu n'as rien dit, tu relances quand même. Voilà, si vous avez pris le temps de réfléchir, etc. Ou est-ce que... bien une méthodologie, je te la partage. Ça, normalement, c'est une astuce que je partage très peu, mais tu as une astuce pour relancer sans relancer, en disant ouais mais le gars là, je me vois pas appeler en disant ouais est-ce que vous avez réfléchi au projet, je sais pas quoi dire et tout ça. Si tu ne vois pas faire ça, tu dis tout simplement est-ce que vous avez abandonné l'idée de faire votre projet de création de jardin ou est-ce que vous avez abandonné l'idée d'entretenir votre jardin? Et ça marche tout simple. Et tu dis moi j'en ai besoin juste pour classer. Est-ce que j'arrête, je compte votre devis comme perdu ou est-ce qu'on va plus loin ensemble? Ça c'est très simple à faire, c'est très fluide, c'est très naturel. Et du coup, le client, il ne se sent pas relancé et toi, tu n'as pas l'impression que tu relances aussi. Ça, c'est une petite astuce entre toi et moi. Une semaine, au bout de 2 semaines, il n'y a toujours pas de réponse ou c'est flou, tu laisses passer un mois, mais déjà, si au bout de 2 semaines, il n'y a pas de réponse, c'est que vraiment, c'est perdu, quoi, clairement. Il y a très peu de chances que ça se fasse. Au bout d'un mois, tu peux en faire une. Pareil, il y a très peu de chances que ça se fasse. Et au bout de 2 mois, on va considérer que le chantier est mort et le client revient vers toi. De temps en temps, tous les 6 mois, pourquoi pas, sur les gros chantiers de créa, refaire un petit point. Alors, vous en êtes où? Est-ce que vous avez abandonné l'idée? Et hop, ça passe, c'est fluide. En gros, entre le moment où il t'appelle et le moment où tu finis ta relance, là, ici, maxi 2 semaines. Maximum. D'accord? Si tout ça, ça ne rentre pas dans 2 semaines, c'est que tu es trop lent. Ça veut dire que tes concurrents qui sont plus rapides, ils prennent tous les chantiers à ta place. C'est dommage. Entre ça et ça, là, c'est pareil. Hein. Entre l'appel et le R1, il ne se passe pas 2 semaines. Hein. Ni une semaine. Il faut que ce soit rapide. Et si tu n'es pas capable d'absorber, c'est peut-être que tu travailles trop sur les chantiers et qu'il faudra alléger ton temps de travail sur les chantiers pour pouvoir suivre tes clients. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, c'est le moteur de ton entreprise. Et que si tu négliges la vente et que tu favorises la production, eh bien, après, tu vas avoir des creux d'activité. Pourquoi? Parce qu'au moment où les clients ils avaient envie, ce qui est super important, c'est qu'ils avaient envie. C'est le printemps. Toi, tu es gavé de boulot. Tu es complet. Les gens, ils t'appellent. Tu dis, j'ai pas le temps. Ou tu prends les contacts et puis tu mets 2 semaines, 3 semaines, un mois avant d'aller sur le premier rendez-vous parce que tu es rempli et tu négliges ta vente. Eh bien, il faut savoir qu'après, si le boulot ralentit, parce que le boulot va ralentir, parce qu'on est sur un métier saisonnier, tu ne pourras plus vendre. Alors que si tu vends tout de suite, eh bien déjà tu vas refaire ta trésor parce que tu vas prendre des acomptes, donc tu vas la soigner, même si cette trésorerie-là, après, elle va servir à acheter des matériaux ou autre chose. Mais en tout cas, tu vas la soigner. Là, c'est le premier point. Mais en plus, tu auras des commandes. Et peut-être que dans la prestation qu'il te demande, mais peut-être que lui, il en a très très envie parce qu'on est au mois de mai et que c'est le moment où ton client, il est chaud. Mais c'est peut-être une prestation que tu vas pouvoir proposer en juillet ou en août. Là où d'habitude c'est creux, et tu vas pouvoir remplir ce creux. Mais pourquoi tu remplis ce creux? Parce que tu as vendu quand tu étais en pleine saison. Et donc, si tu négliges ça, si tu vas trop au chantier et que tu négliges ta vente, forcément, tu auras des creux d'activité. Et les creux d'activité, c'est de l'argent qui est perdu à tout jamais. Tu ne le retrouveras pas, cet argent. Il est perdu. Donc, si tu as besoin, comme tout à l'heure, de rentrer
12 000 par mois, 14 000 avec l'ensemble, et que tu as des creux qui te font tomber à 5, 6, 7, 8 000 par mois, mais pas plus, ça va commencer à être compliqué. Donc, tu as besoin de vendre quand les gens ont envie. Donc, si tu négliges ta vente, c'est dangereux pour ton entreprise. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si ça t'a soulevé 12 000 questions, il n'y a pas de souci. Tu écris juste en dessous de la vidéo. Tu écris également en commentaire du podcast ou tu peux m'envoyer des messages directement sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de te répondre tant sur la partie chiffrage qu'on a vu au début, soit sur la partie parcours client et aide à la vente. Je te souhaite très très belle journée. Profite bien. J'espère que ça t'a fait réfléchir et que tu as envie de travailler sur ton entreprise maintenant. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.